Comme disait Pascal, on a décomposé cette présentation en deux parties, avec tout d'abord une partie sur la pierre, suivie d'une partie sur le bois. Pour revenir sur la nuit de l'incendie, il faut savoir que donc, lorsque l'incendie a eu lieu le 15 avril, les charpentes en feu sont tombées sur les voûtes de la cathédrale et ont entraîné en partie leur effondrement. Vous pouvez voir ici donc, les parties blanches, ce sont les voûtes manquantes. La voûte de la croisée qui s'est effondrée avec le tabouret de la flèche. Également côté nef, l'effondrement d'un arc doubleau lorsque la flèche s'est couchée sur les voûtes, qui a entraîné aussi donc, la pose de la corbeille qui a été déposée l'année dernière. Et côté transept nord, également, la chute d'une ferme qui a entraîné aussi la perte d'un voûtin. Donc on a un ensemble, au lendemain de l'incendie, on avait un tas de vestiges, de bois, de plomb fondu, et donc à la fois couverture et charpente. Et donc les hautes températures et les eaux d'extinction ont bien évidemment dégradé les pierres, malgré donc la présence d'une chape de plâtre qui protégeait jusqu'à l'incendie l'extrado des voûtes. Donc, ce qu'on peut peut-être rajouter ici, c'est Alexis, c'est les zones qui sont dégradées par le feu mais encore en place, oui, que tu as indiqué en rouge. Oui, alors les zones qui sont en rouge, ce sont les voûtes fragilisées par l'incendie et qui sont actuellement mises sur cintre dans le cadre des travaux de sécurisation. Et les zones en bleu étaient les voûtes possiblement à mettre sur cintre, mais qui ne le sont pas forcément aujourd'hui. Ici, vous avez une cartographie qui représente par superposition l'état des voûtes avant et après incendie. Et donc, on peut nettement voir que les maçonneries se sont dilatées avec la chaleur de l'incendie. Nous avons donc des altérations physico-chimiques sur les pierres et des zones de soulèvement principalement au niveau des clés et des zones d'affaissement le long des lignes de clés, surtout localisées au niveau des voûtins. Et ici, vous voyez très bien sur la photo donc une zone d'inflexion sur un des voûtins du chœur. Alors, je me permets d'intervenir. Ce qui est très intéressant, là on voit une image qui est un constat qui a été fait sur un relevé topographique des voûtes, un relevé scan 3D après incendie, et les zones en affaissement rouge et les zones en surélévation bleue sont des constats qui ont été faits d'après un scan 3D d'avant l'incendie. Bon, évidemment, il y a peut-être des petites erreurs, mais globalement, et c'est vérifié en ce moment par toute une équipe de chercheurs qui travaillent sur la modélisation des ouvrages supérieurs, voûtes, murs et arcs-boutants dans le cadre des hautes températures de l'incendie. Ils ont constaté dans leur modélisation exactement ces types de déformations. Donc ça, c'est quand même une chose assez fascinante. C'est-à-dire qu'on a fait un travail, nous, d'analyse topographique et en même temps d'analyse qu'on appelle l'état sanitaire de l'état des voûtes, et les chercheurs, par leur modélisation, corroborent ces déformations. Donc pour retirer tous ces vestiges, on a eu à peu près 2 ans de phase de sécurisation au sein de la cathédrale. Premièrement, on a procédé à un déblaiement et une aspiration des voûtes en extrado pour ensuite venir sécuriser les franges des parties effondrées. C'est ce que vous avez sur les 2 images de gauche. Donc pour venir consolider les franges, nous avons procédé avec du plâtre et de la filasse et aussi avec des fibres de verre pour venir vraiment encapsuler ces franges qui menaçaient de tomber, pour permettre ensuite une intervention par le dessous et ainsi monter les échafaudages intérieurs et les cintres que vous pouvez voir sur la seconde image. Et donc cette image est prise depuis le chœur, depuis la nef, et montre donc la croisée sans la voûte, avec donc le parapluie qui protège actuellement l'intérieur de la cathédrale. À la suite de même pendant la phase de sécurisation, nous avons donc dressé un diagnostic des parties altérées. Comme le disait Pascal, les voûtes et les murs bahus principalement. Il y a également eu aussi les pignons du transept.
Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y avait déjà quelques désordres anciens, mais surtout localisés en extérieur. Concernant l'intérieur, on observe principalement donc des affaissements, des fissures et des déplaquages, ainsi que des délaminations qu'on abordera juste après, et des dégradations physico-chimiques avec donc des changements de couleur et d'aspect sur les pierres, à la fois des murs bahus et des voûtes. Et donc ici, vous avez une cartographie qui représente le travail que l'on a mené sur l'extrado des voûtes. Chaque travée a été inventorié et on a pu faire donc le bilan de ces désordres. Le même travail en intrado, où là, les pathologies sont différentes, puisque pendant très longtemps, on a eu donc des résurgences d'humidité liées aux infiltrations de l'eau des pompiers et des différentes périodes de pluie. Donc on a des cristallisations de sel qui aujourd'hui ressurgissent en intrado et qui donc font éclater le parement superficiel de la pierre, l'épiderme. Et donc on assiste à des pertes considérables sur ce parement. Et actuellement, on est en train d'intervenir en urgence par le biais d'une opération de dessalement sur ces parements. Ce qu'il faut savoir, c'est que les eaux d'extinction de l'incendie, le choc des charpentes, le feu et les eaux d'extinction de l'incendie ont dégradé une chape de plâtre qui avait une certaine épaisseur et qui avait pour objectif de protéger les voûtes contre le feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les voûtes dans une cathédrale, c'est fait avant tout pour protéger l'intérieur de la cathédrale de l'incendie des charpentes. Et l'histoire des édifices, parce que l'histoire de l'évolution de l'architecture, c'est aussi lié à celle des incendies successifs auxquels la plupart des grands édifices ont été soumis. Il y a un certain nombre de grandes cathédrales françaises au cours de l'histoire qui ont brûlé. La cathédrale de Reims avait brûlé au XVe siècle, elle a rebrûlé au moment de la guerre de 14. La cathédrale de Metz a brûlé au XIXe siècle, celle de Chartres aussi. Donc ce sont des problèmes récurrents, malheureusement, ce sont des points de fragilité des constructions, et les voûtes sont faites pour protéger contre l'incendie des charpentes, sanctuariser l'espace intérieur de la cathédrale. Or, pour faire ça, on a aussi, à l'extrado des voûtes, installé des chapes, notamment les chapes de plâtre, probablement au XIXe siècle, mais peut-être plus tôt, parce qu'à Paris, on utilise le plâtre depuis très longtemps. On sait depuis longtemps que ça sert à empêcher de brûler. Et je crois que c'est une ordonnance d'Henri IV, ou un édit, qui a décidé d'habiller tous les pans de bois en plâtre pour limiter les risques d'incendie à l'intérieur de la ville. Le problème, c'est que quand le plâtre a été lessivé par les eaux d'extinction de l'incendie, qui elles-mêmes comportaient probablement des agents mouillants, c'est un peu curieux comme terme pour de l'eau, mais enfin bon, des agents qui prolongeaient et qui rendaient plus efficace l'action des eaux par rapport à l'incendie, et donc des sels, on a eu des migrations de sel en solution qui se sont évaporées et qui ont cristallisé dans la zone d'évaporation de l'intrado de la voûte, comme on peut le voir sur ces photos. Et en fait, ça a transformé l'épiderme interne de la voûte, qui était un épiderme de pierre calcaire, en gypse. Donc le CaCO3 s'est transformé en CaSO4, si je ne me trompe à peu près. Le résultat, c'est qu'on a partout ces cristallisations de sel quand les sels sont à saturation, par l'expansion des phénomènes de cristallisation mise en solution successifs, et la densification des sels dans l'épiderme fait éclater cet épiderme, d'où les formes de desquamation que vous pouvez voir ici. Et ça a été accentué à Notre-Dame par le fait que les joints ont été refaits au XIXe siècle avec des mortiers hydrauliques qui sont assez étanches. Donc l'évaporation s'est faite essentiellement dans la pierre. Et quand on a constaté ça, au moment où on a pu enfin mettre des échafaudages sous les voûtes, parce qu'on a considéré qu'elles étaient sécurisées, ça a été une vraie surprise, parce qu'on ne s'en rendait pas compte, même avec des jumelles, c'était difficile de bien le discerner. Et tout à coup, ça s'est révélé, et ça s'est révélé avec un phénomène de dégradation évolutive relativement rapide, avec le premier assèchement des voûtes. Voilà. En même temps,
on a eu des problèmes d'humidité récurrente, difficulté de bien étancher le bâtiment, notamment dans la zone de la croisée à cause du grand échafaudage. Et le résultat, ça a été que ça a continué. Donc, ça, c'est l'un des phénomènes importants, qui n'est pas un phénomène structurel, mais un phénomène physico-chimique qui fait que perdre quand même une partie du parement qui est historique. Voilà. Et donc, pour venir compléter notre diagnostic, nous avons mené plusieurs études scientifiques avec de nombreux ingénieurs. Vous avez ici à gauche l'auscultation radar. Je prendrai ici le cas des murs bahuts. Le même travail a été mené également sur l'extrado des voûtes. Ici, donc, l'analyse radar concerne uniquement 4 assises de pierre le long du mur bahut. Et ce travail en fait, permet de mettre en évidence les zones plus ou moins denses d'anomalies qui ont pu être repérées après incendie et donc classifiées selon 3 ou 4 couches avec des anomalies superficielles de 0 à 5 cm qui représentent à peu près 80% du parement, des anomalies ponctuelles qui vont de 5 à 10 cm de profondeur et des anomalies profondes de 10 à 17 cm de profondeur qui, elles, représentent moins de 5% de l'altération du mur et qui restent quand même très localisées, surtout autour des évents. C'est le cas notamment des zones qui apparaissent en rouge. Qui sont des points où on avait une oxygénation du feu. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les zones des murs bahuts correspondent au bas des voûtes, d'une certaine manière, que les charpentes qui se sont effondrées ont commencé à se consumer, et quand elles se sont fragmentées, elles ont roulé vers le bas des voûtes. Donc on a eu des brasiers au pied des murs bahuts, le long des murs, de la périphérie des murs, et on a eu une altération plus importante de l'extrado des voûtes dans cette zone, et évidemment des murs bahuts. Je pense que les chaleurs les plus importantes, probablement, et la durée de l'incendie qui a affecté les parements, parce que là on voit que c'est assez loin en élévation, sur plusieurs mètres de haut. On a par endroit 7 mètres d'élévation dans ces murs bahuts, avec des pierres qui ont été atteintes par de hautes températures de l'incendie. Alors malheureusement, ça a été extrêmement difficile, tout a été très compliqué pour faire le diagnostic, parce qu'il fallait que ça se fasse de manière sécurisée. Donc presque tous les éléments déposés l'ont été par des cordistes, des gens qui étaient suspendus parce qu'on ne pouvait pas marcher sur les voûtes. Et je pense qu'on a perdu probablement une partie des moyens de diagnostiquer, d'avoir une cartographie réelle des températures des voûtes. Sauf qu'on sait que la pierre évolue dans sa couleur avec les températures d'exposition à l'incendie. Donc on a des moyens de savoir, mais on a eu des températures par un certain nombre d'endroits qui étaient de l'ordre de 1000 degrés. Et aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur les structures, et notamment sur les voûtes, comme je disais auparavant, appliquent des schémas de température pendant une période donnée, soit 1000 degrés pendant 1 heure, soit 50 degrés pendant 5 ou 6 heures, 500 degrés pendant 5 ou 6 heures, pour avoir des visions. Alors, ils lancent des calculs qui sont assez compliqués, très longs, pour avoir une vision de l'évolution à la fois de la forme, de la structure, des poussées, etc. Après, en appliquant l'eau après l'incendie, etc. Donc ce sont des choses qu'on a essayé qui se sont faites en parallèle avec notre travail terre à terre et plus traditionnel d'architecte, et qui se font pas toujours, ça a été fait assez en parallèle avec notre travail. Certaines de ces recherches, malheureusement, ne se font pas dans la même temporalité, parce que ce sont des programmes qui se nourrissent aussi des premiers diagnostics que l'on fait. Et il faudrait qu'on ait plus de temps pour restaurer, pour pouvoir réinsérer complètement les conclusions de ces recherches, qui sont quand même très enrichissantes pour nous. Et je crois qu'on ne l'a pas expliqué aussi, mais les délaminations qui sont représentées ici, en fait, sont obtenues par contrainte de cisaillement à l'interface entre la pierre chaude et la pierre froide, qui font éclater en fait le parement. Et sur les voûtes, on a à peu près perdu 2 à 3 cm en extrado. Voilà. On a une dilatation thermique, il y a une dilatation thermique d'abord, puis après il y a parfois des phénomènes de retrait. Cette dilatation thermique, elle crée une multifissuration,
C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours de plan complet, c'est un peu compliqué parce que c'est une maçonnerie, donc on a des blocs qui sont liés par des mortiers, et on s'aperçoit que très souvent, en fait, on a un faciès d'altération qui transforme, quand on perd la surface, la pierre en une sorte de gros rognons, avec des délaminations plus profondes dans toutes les zones périphériques des mortiers. Voilà. Parce que c'est lié au phénomène de dilatation. Et alors, quand on a des températures, des expositions plus longues à la température, il y a des occurrences de déplaquage plus importantes. Mais sans ça, on s'est aperçu que ces formes de fissuration n'étaient pas complètement linéaires et continues. C'était une multitude de phénomènes liés à des expositions qui ne sont pas toujours complètement les mêmes. Voilà. À droite, vous avez les anomalies pétrophysiques des maçonneries en œuvre réalisées par le LRMH et BPE. C'est un laboratoire. Ces analyses ont été réalisées par carottage dans les murs bahus sur des zones représentatives de l'état de dégradation du parement. Et en dessous, vous avez une représentation des transformations de faciès sur les pierres en œuvre en fonction de l'ampleur de l'incendie. Donc l'objectif de cette analyse, c'était de connaître les conséquences de l'incendie sur les pierres, notamment en profondeur, de déterminer la profondeur des pertes de résistance mécanique sur les pierres, et également d'établir une caractérisation pétrophysique pour identifier les pierres en œuvre et sélectionner les pierres de substitution qui viendront remplacer les pierres altérées. Donc, concernant ces pierres de substitution, vous avez ici une cartographie qui représente à peu près l'ensemble des pierres qui sont en œuvre actuellement dans la cathédrale. Il faut noter que la plupart des carrières médiévales et de Viollet-le-Duc au XIXe sont pour la plupart fermées. Donc on a lancé une campagne de recherche avec le BRGM pour justement trouver les carrières et les pierres qui soient identiques ou en tout cas très proches des propriétés physico-chimiques que l'on a sur la cathédrale. On vous a mis en exemple la résistance à la compression des claveaux existants, qui est de l'ordre de 39 à 52 MPa, et la pierre de substitution, qui sera certainement de la Croix-Huard, qui, elle, oscille entre 31 à 50 MPa. Donc on est sur des grandeurs assez similaires. Et pour ce qui est des voussoirs existants, on est sur 4 à 9 MPa en compression. Et la pierre de substitution, qui sera de la pierre de Saint-Maximin, donne aussi les mêmes caractéristiques. On est entre 6 et 10. Alors, la plupart de ces analyses ont été faites par Lise Leroux au LRMH et aussi en parallèle par le BRGM. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on voit que même dans les arcs, on a des différences de densité dans les pierres qui étaient utilisées, des différences de densité, de résistance à l'écrasement, aussi de porosité, mais c'est surtout résistance à l'écrasement, dureté des pierres. Et on n'a pas complètement réussi, enfin à travers ce qu'on a pu analyser des pierres, de l'arc, de la nef qui s'est effondrée, parce que c'est le seul arc médiéval, à savoir s'il y avait une vraie logique. Est-ce que les claveaux les plus denses étaient dans les parties basses, les plus légers dans les parties hautes? Les claveaux sont les pierres qui constituent la nervure, l'arc, voilà. Et en fait, on a la même chose pour les voussoirs. On a vu, les voussoirs sont les pierres qui constituent les voûtins. Les voûtins sont les coques qui sont posées sur les arcs. En fait, la voûte gothique, elle est constituée de nervures qui sont un peu comme des étais initiaux, enfin mais qui sont des étais définitifs, et qui permet de construire progressivement cet espace qui clôt la nef. Et sur ces nervures, on pose après des coques en pierre, donc qui sont le plus légères possible, qui sont faites pour tenir dans un équilibre global avec les arcs-boutants, les murs, les charges qui sont au-dessus. Et ces coques sont faites avec des matériaux qui sont plus légers, moins résistants que ceux des arcs, surtout plus légers, parce que l'objectif, c'est évidemment de peser le moins possible pour pousser le moins possible, pour descendre le moins de charge possible au sol. Donc c'est un besoin d'efficacité dans l'ensemble de la construction. Et là encore, on avait aussi des différences de densité dans les pierres qui avaient pu être analysées au LRMH. Et donc, bon, voilà.
Alors, les pierres les plus dures, on va les chercher à la carrière de la Croix-Guyard, parce qu'aujourd'hui, c'est celle qui nous a semblé être la plus proche du point de vue des caractéristiques physico-chimiques, des moyens de résistance à l'écrasement, des capacités de résistance à l'écrasement, etc. Et aussi de l'aspect des pierres qui sont en œuvre à Notre-Dame. Cette carrière est tout près de Soissons. Un peu plus bas à gauche, vous voyez Saint-Pierre-Aigle. Donc c'est à cet endroit qu'on va aller les chercher. Et toutes les pierres des voussoirs, c'est Saint-Maximin aussi, sont aussi des pierres de l'Oise. Voilà. Mais les carrières de pierre ont évolué. Les premières, c'était à Paris, au Moyen-Âge, très probablement, ou dans les environs très proches. Au XVIIIe siècle, quand Boffrand a reconstruit des voûtes, les calcaires provenaient du Vexin. Ils ne sont pas représentés dans cette carte. Et puis au XIXe, Viollet-le-Duc a élargi dans son immense restauration, évidemment, ces gisements de pierre. À la suite des différentes analyses qui ont pu être menées sur les pierres, nous avons recherché, comme le disait Pascal tout à l'heure, des projets analogues de reconstruction. Donc pour ça, on a regardé sur les travaux de restauration des grandes cathédrales impactées par la Première Guerre mondiale, notamment dans le nord de la France. Ici, on vous a mis l'exemple de Soissons, parce que Soissons a quand même pas mal guidé notre projet de reconstruction, avec notamment ici la reconstruction en cours des voûtes vers les années 30, où l'on voit en fait donc la pose des cintres avec par-dessus les claveaux qui viennent d'être fraîchement remontés, et le travail en cours de remontage des voûtins à la cerce. On le voit dans la partie gauche de la photo. Voilà. Et c'est donc ce que l'on propose pour reconstruire la voûte de la croisée notamment. Vous voyez ici, l'idée étant d'avoir donc des cintres principaux reliés entre eux par des cerces secondaires, et enfin de permettre aux maçons d'intervenir avec une cerce mobile entre des cerces secondaires pour venir disposer sur le dessus les pierres neuves. Alors, l'objectif, en fait, au XIXe siècle, quand Viollet-le-Duc écrit son dictionnaire de l'architecture, il mentionne une cerce, c'est-à-dire un élément qui est cintré et qui permet de supporter la courbure de la voûte. Donc ces voûtes-là, elles sont faites, comme vous le voyez, de rangs parallèles, de voussoirs subparallèles, pas toujours, parce qu'il y a des zones forcément. C'est une coque qui n'est pas un secteur de sphère et qui est à double courbure. C'est ce qui lui donne sa résistance, c'est ce qui a fait très probablement que la plupart de ces voûtes ont résisté à la chute des charpentes au moment de l'incendie. Et donc ce qu'on a envisagé, c'était d'utiliser ce principe d'une cerce légère que Viollet-le-Duc avait conçue comme réglable, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'adapter à des zones en écoinçon, s'élargir progressivement, etc. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que la plupart des cintres qui ont été faits pour Notre-Dame ont été faits dans la phase de sécurisation, de consolidation. Donc il y a déjà un schéma de cintres qui a été préorganisé, qui a été fait sur la base du scan, de la topographie de l'intrado des voûtes par l'entreprise Lebras. Et donc on a une sorte de maillage qui n'est pas forcément fait selon le mode initial de la construction des voûtes, mais qui est adapté à leur courbure préalable à l'incendie et à leur topographie préalable à l'incendie. Et donc l'idée d'utiliser ce que vous voyez dans le schéma de gauche, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit élément qui est perpendiculaire à la voûte, en gris, avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. C'est l'idée de cette cerce mobile qui coulissera soit sur des cintres, soit sur des nervures en pierre de la voûte, et qui permettra à un maçon de travailler à hauteur d'homme. Il aura sa pierre là, il pourra contrôler le joint à l'intrado, la mise en œuvre à l'extrado, et l'objectif c'est de gagner du temps plutôt que d'avoir à décoffrer complètement une voûte, d'avoir des surprises au moment du décoffrage, etc. Donc c'est d'avoir un contrôle accru sur la mise en œuvre de cette voûte et de sa qualité de finition au moment même de sa réalisation. Ça, c'était la voûte de la croisée, en fait. Ce n'est pas la voûte médiévale, ce qu'on vous montrait auparavant. C'est la voûte de la croisée de Viollet-le-Duc avec l'oculus
qui en fait permet pour des grandes portées de résorber des poussées trop fortes sur une petite pièce de pierre. Et donc on renvoie dans un anneau qui est une sorte de grande clé avec un vide au centre. Comme évoqué en début de présentation, on est actuellement en train d'intervenir en urgence sur les voûtes pour dessaler le parement en intrado. Vous avez donc ici un schéma de la méthode que l'on utilise. En fait, on vient appliquer une compresse à base de sable et de kaolin qui vient en fait en guise de parement sacrificiel contre les voûtes. Et donc les sels vont être absorbés par cette compresse et migrer dans la compresse et donc ne pas altérer la pierre en elle-même. Et donc l'objectif, c'est de stabiliser la dégradation active des parements. Et les images qui sont dessous représentent au départ donc, un brossage des parements, suivi d'une purge des joints, et enfin l'application des compresses. Et donc actuellement, les compresses sont en train de sécher. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va les retirer. En tout cas, il se peut que le processus soit renouvelé jusqu'à ce qu'on atteigne des taux de sel inférieurs au seuil pathogène. Compatible avec la conservation de l'épiderme de pierre. En fait, on a abandonné l'idée de conserver des zones qui étaient trop altérées, ces zones gypseuses, dans la mesure où elles sont instables. On a décidé de les purger, de les enlever. Ensuite, on a enlevé les joints. Vous voyez, à gauche, on a des joints qui sont déjà parfois de multiples reprises de joints lors de restaurations antérieures, ce qui fait des arêtes de pierre qui ne sont pas très belles à un certain nombre d'endroits. Et ces joints qui sont étanches, en fait, concentrent l'évaporation et donc la cristallisation des sels dans la pierre. Donc on a enlevé ces joints et on a poussé la compresse à l'intérieur, à la place du joint, pour qu'elle puisse acquérir des sels qui auparavant étaient concentrés. On va essayer de réguler un peu mieux cette pression saline sur l'intrado de la pierre. Alors, ce qui nous inquiète, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait des joints en ouvrant qui étaient en très mauvais état, c'est-à-dire que les joints de pose, de hourdage, qui sont assez fins, qui sont de l'ordre d'1 centimètre d'épaisseur, voire infracentimétriques, ont été quand même très secoués par le choc des charpentes qui se sont effondrées. Après, ont été probablement partiellement désolidarisés par la dilatation et le retrait thermique lié à l'incendie, plus le lessivage des eaux de pluie. Sont des joints qui sont faits à la chaux aérienne et donc qui sont assez sensibles à la dissolution par les eaux. Voilà, donc on a quand même une voûte qui est extrêmement traumatisée et qu'il faut à la fois conserver. Alors heureusement, je pense que là c'est le génie de ces architectes, ingénieurs, entrepreneurs du Moyen-Âge, c'est d'avoir fabriqué des coques. Et le fait d'avoir des coques qui sont ourdées avec des épaisseurs de mortier réduites leur donne une résistance formidable. Elle pourrait être posée à joint vif. Le mortier, c'est plus une facilité de pose et de régulation de la mise en œuvre de la forme de la voûte. Mais si elles étaient posées à joint vif, on aurait probablement d'autres phénomènes et d'autres éclats. Mais elles conservent encore leur stabilité, en fait. Maintenant. Et donc, ce qui nous inquiète un peu, c'est de savoir comment va se comporter cette compresse faite de sable et de kaolin. Le sable a une granulométrie qui est propice à donner une porosité suffisante à la compresse pour accueillir des sels sans se fracturer, se détacher. Et l'objectif, c'est que ça sèche. En fait, le problème, c'est qu'on a des voûtes qui sont encore humides en ce moment. Donc, on a beaucoup de sels qui sont en solution, pas forcément dans l'épiderme. Malgré tout, il y a probablement des sels de néoformation assez expansifs, comme des sulfates de sodium, par exemple, qui cristallisent ou qui changent de phase aux environs de 80% d'hygrométrie, ce qui est quand même très élevé. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et l'objectif, c'est de mettre à l'abri de la voûte jusqu'au moment de la restauration, sachant qu'une fois qu'on interviendra pour stabiliser la voûte, on va remobiliser des sels par des injections de mortier de chaux liquide, etc., par la chape de confortation qu'on va faire à l'extra-douche. Je ne sais pas si tu n'en as pas encore parlé, Alexis. Je peux en parler, oui. Donc on va ramener de l'humidité, on va recristalliser, on va ressolliciter des sels. On va probablement se retrouver avec des phénomènes de cristallisation saline
qu'il faut qu'on arrive à gérer le plus tôt possible avant la fin du chantier. Donc on a de nouveau prévu des cycles de dessalement dans la phase de restauration. Et donc pour revenir sur les délaminations superficielles que l'on a observées sur l'extrado des voûtes, et pour donc renforcer ces voûtes, le projet est de venir appliquer sur l'extrado en pénétration dans les joints une chape de chaux fibré. Donc c'est une chaux hydraulique avec... Faiblement hydraulique. Faiblement hydraulique, oui. Avec, peut-être, on avait dit bicomposante, avec de la pouzzolane. Et donc c'est la représentation que vous avez ici en bleu. Et par-dessus, nous viendrons donc restituer la chape de plâtre qui protège des incendies, en espérant qu'il n'y ait pas d'incendie. Et entre ces deux chapes, nous viendrons donc disposer une sorte de papier interstitiel, géotextile, qui viendra limiter en fait les effets de condensation. Liés au phénomène de condensation. Voilà. Enfin, tout ça c'est encore un projet qui... Enfin, il faut savoir qu'on est en phase de consultation de l'entreprise et qu'on a des modes encore un peu hypothétiques d'intervention. On est aussi en train de travailler avec des chercheurs du CNRS, de l'Université de Bordeaux, de Toulouse et de Malaquais, de l'école d'architecture de Malaquais, sur les problématiques, sur la modélisation structurelle de ces zones et sur la façon dont cette chape doit être complètement déterminée. Donc jusqu'à maintenant, on a envisagé cette chape d'une part pour rendre en fait sa dimension à la voûte qui a perdu quand même 3 cm sur 15 cm, c'est-à-dire 20% de son épaisseur, ce qui n'est pas rien, ce qui la fragilise structurellement. Et en fait, il faudrait que cette chape elle ait un module d'élasticité probablement assez proche de celui de la voûte. Ce sont des choses assez délicates pour éviter qu'il y ait des phénomènes de cisaillement, etc. On a aussi envisagé de faire rentrer cette chape fibrée dans les parties des joints dégradées par le feu à l'extrado pour lui donner un meilleur accrochage avec la voûte. Elle va fonctionner un peu comme un système réticulé en relation avec les voussoirs. Et dans les zones d'inflexion des voûtes, l'adhérence pourra être renforcée avec un filet armé connecté avec des tiges en fibre de verre. Voilà. Ça, c'est aussi un sujet délicat parce qu'on ne sait pas bien comment se comportent les éléments qui ont cuit, les pierres qui ont cuit, et si une pierre qui est peut-être dégradée en profondeur, est-ce qu'on va pouvoir la percer jusqu'à une certaine profondeur pour y ancrer une tige en fibre scellée à la résine, la relier au système de la chape au-dessus. Donc il reste un certain nombre d'hypothèses, à mon avis, qu'on va résoudre dans des essais en démarrage de chantier, qu'on a essayé d'envisager dans les prescriptions pour les entreprises pour ne pas aussi avoir trop de surprises du point de vue de l'économie des travaux après. Et pour finir, le projet de restauration des murs bahuts, donc c'est la partie supérieure qui se situe au-dessus des voûtes. Puisque les murs bahuts n'ont pas été impactés au point de vue structurel, l'idée est de venir figer l'état d'altération de ces parements en proposant un protocole de consolidation qui consiste à dépoussiérer en premier lieu les parements pour ensuite repérer chaque pierre et en inventorier les zones fissurées et déplaquées, pour ensuite percer ces pierres avec une faible pente vers l'intérieur pour permettre d'injecter un micro-coulis de chaux à refus qui va donc se diffuser dans toutes les interstices du parement. Et ensuite, pour venir disposer des tiges en fibre de verre qui seront scellées à la résine et qui viendront donc redonner de la cohérence à ces couches déplaquées sur le parement. Et donc à droite, vous avez un exemple avant-après de restauration, puisque pendant les travaux de sécurisation, on a procédé à des essais pour voir un petit peu comment allait se dérouler cette méthodologie. Et donc les travaux sont plutôt concluants. On notera quand même que la partie supérieure, donc la pierre d'Arras, elle sera remplacée entièrement en pierre neuve, puisqu'elle va servir d'assise en fait, pour disposer les nouvelles charpentes. Là, on voit l'état d'altération par le feu
cette pierre d'Arras. En fait, toutes les pierres, une pierre qui présente deux faces à l'incendie, elle est plus altérée qu'une pierre qui présente une face. Systématique, il suffit qu'il y ait un peu d'oxygène entre une pièce de charpente et une pierre pour que le bois brûle et que la pierre se dégrade. Donc ici, les ingénieurs nous ont confirmé que d'après leurs calculs, la descente de charge de la partie supérieure, qui est en gros la surélévation du XIIIe siècle, la modification de la fin du XIIe siècle, on a remonté les murs de manière plus fine, mais les charpentiers ont trouvé un système assez intelligent pour renforcer, et Mathilde vous le montrera peut-être tout à l'heure, renvoyer des poussées de charpente, des poussées au vent dans le bas du mur, au niveau en bas de la grosse tache grise foncée que vous voyez, il y a un corbeau, voilà. Donc, qu'on pouvait conserver, avec cet état d'altération du parement, un mur qui était structurellement efficace. Donc, on s'est dit que c'était quand même intéressant de garder ce témoignage, qui n'est pas un témoignage qui obère la lecture en gros, le grand équilibre architectural de Notre-Dame à l'intérieur. On ne l'aurait pas fait, évidemment. Mais là, bon, voilà, c'était plus intéressant que d'aller purger, reconstruire ces murs pour des tas de raisons. Et c'est le choix qui a été fait. Et je laisse la parole à Mathilde.